Donc venons-en maintenant aux explications pédagogiques de la reproduction et même du renforcement des inégalités à l'école. Comment comprendre pourquoi et comment l'école, pourquoi on l'a vu avec les facteurs politiques, mais comment l'école arrive à faire échouer les milieux populaires, comment ça se passe dans le système et dans la classe. Alors il faut faire un peu de sociologie fondamentale, si on peut dire, et repartir des conditions de vie de chacun, des conditions objectives, des conditions matérielles, c'est-à-dire en matière de maîtrise du temps et d'organisation du temps, en matière de maîtrise de l'espace et d'organisation de l'espace, en matière de ressources. Les exemples faciles, c'est toujours est-ce qu'on a une bibliothèque, est-ce qu'on n'a pas une bibliothèque, est-ce qu'on a une chambre où on peut travailler avec le chauffage, etc., etc. Ce sont des exemples faciles, le reste est au moins aussi important. Hein. Et prenons par exemple, de manière générale, le logement et la qualité du logement. Hein. Quand on a un logement relativement insalubre, est-ce qu'on est en état de pouvoir faire des études parallèlement, hein. Donc il y a toutes ces conditions de vie liées évidemment, bien sûr, directement aux revenus, au niveau socio-économique de la famille. Il y a aussi la position sociale qu'on occupe par rapport aux autres. Comment on se situe par rapport aux autres? Est-ce qu'on est bien par rapport aux autres? Est-ce qu'on est moins bien? Est-ce qu'on est fier d'être là où on est? Est-ce qu'on est honteux d'être là où on est, etc. Donc, toute une série d'effets de position. Il y a aussi la conscience qu'on a des conditions de vie, des conditions économiques, mais également quelle conscience on a de sa position dans l'ensemble de la société. Et donc là, on a les trois concepts de base en sociologie qu'on associe au structuralisme critique, c'est-à-dire les conditions de vie, la position sociale et la conscience sociale. Ces trois éléments vont venir composer ce que un sociologue comme Pierre Bourdieu appelle l'habitus de classe. C'est quoi l'habitus de classe? C'est tout ce qui tient à la langue, par exemple. Hein. Comment on se sert de la langue, le registre de langage, la richesse du vocabulaire, etc., etc. Mais également les représentations qu'on a du monde, de la vie, des autres. Également ce qu'on appelle les dispositions, le système de disposition. Et quand on parle de disposition, c'est au sens d'être disposé à. Par exemple, est-ce que je suis disposé à faire des études universitaires? Si je connais personne dans ma famille et dans mon milieu qui a fait des études universitaires, est-ce que je vais être disposé à en faire? Par contre, si mes frères et sœurs, mes cousins, etc., ont tous fait des études universitaires, il est évident que je vais en faire des études universitaires. Une série de comportements, hein, de comportements types, c'est tout ça qui forme l'habitus de classe, et c'est tout ça qui va faire ce qu'on appelle les rapports au savoir. C'est un concept extrêmement important pour comprendre comment il se fait que les milieux populaires échouent. Alors les rapports au savoir, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un domaine extrêmement compliqué et on manque de temps pour entrer dans le détail par rapport à tout ça. Mais les rapports au savoir, ça comprend le rapport à soi, à soi-même, l'estime de soi, la manière dont on a conscience de soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport à la langue, fondamentale à l'école, bien sûr, hein, le rapport à l'écrit, à la culture écrite, le rapport au travail, pourquoi est-ce que je dois me donner de la peine, qu'est-ce qui fait que je me donne de la peine, le rapport à l'autorité, le rapport à l'apprentissage, le rapport à la connaissance, qu'est-ce que je fais de mes connaissances, est-ce que je m'en sers dans la vie, et le rapport aux écrans de plus en plus important. Chacun de ces rapports mériterait évidemment plus d'explications, mais disons simplement ici que ces rapports au savoir, tous ces rapports-là vont entraîner deux conséquences fondamentales à l'école. La première chose, ça va entraîner ce qui mobilise l'élève. L'élève va se mobiliser dans le travail et il va se mobiliser par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'il se mobilise? Eh bien, tout ça dépend de ses rapports au savoir. Et le sens qu'il va donner aux activités que l'école lui propose, ce qu'il fait à l'école, la manière dont il le comprend, le sens qu'il va donner à ce qu'il fait à l'école, dépend aussi de ses rapports au savoir. Et c'est sur ces deux éléments-là, ce qui mobilise l'élève et le sens qu'il donne aux activités, ce sont ces deux éléments-là qui vont jouer sur les différences de réussite à l'école. Et dans le cas des élèves de milieu populaire, c'est ce qui va jouer évidemment en leur défaveur. Ils ne vont pas se mobiliser sur les bonnes choses et le sens qu'ils vont donner aux activités ne va pas leur permettre d'apprendre. C'est bien sur ces deux choses-là qu'il s'agit d'agir. Et la formation des enseignants, aussi bien la formation initiale que la formation continuée, est extrêmement faible sur ces rapports au savoir et sur les effets
l'effet de ces rapports au savoir par rapport à la mobilisation et au sens des activités. Alors, on pourrait dire que l'inconscience de la multiplicité des rapports au savoir, rapports au savoir qui dépendent donc bien, je le rappelle, de l'habitus de classe, et donc forcément, selon la façon dont on vit, ce qu'on vit en famille, c'est à partir de ce qu'on vit en famille, de la profession des parents, etc., que les rapports au savoir se construisent. Si les enseignants n'ont pas conscience qu'il y a dans leur classe des rapports au savoir différents, et que leurs élèves, même s'ils ont une classe homogène, que leurs élèves n'ont pas le même rapport au savoir qu'eux, s'il y a cette inconscience-là, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Ça entraîne que les enseignants qui sont eux-mêmes issus de la classe moyenne, de la petite classe moyenne en général, eh bien, ils vont concevoir et gérer les activités de la classe à partir de leur propre rapport au savoir, c'est-à-dire celui des classes moyennes. Et donc, ils vont à ce moment-là concevoir les difficultés des milieux populaires, qui sont avec leur rapport au savoir dont l'enseignant n'a pas conscience. Ils vont donc avoir des difficultés à entrer dans un rapport au savoir qui n'est pas le leur. Et l'enseignant va lire ces difficultés non pas comme des difficultés liées au rapport au savoir, liées à l'habitus, liées à la famille et à l'origine familiale, mais vont les concevoir comme des difficultés personnelles d'apprentissage. Et on va mettre en place le cortège habituel de dépistage, diagnostic, remédiation, confirmation du diagnostic, relégation, etc. Au contraire, si on a conscience de la multiplicité des rapports au savoir, alors cela peut entraîner une conception et une gestion des activités à partir des rapports au savoir des milieux populaires, en partant de ce qu'ils sont, non pas pour les y cantonner, évidemment, mais pour faire évoluer leur rapport au savoir vers des rapports au savoir beaucoup plus efficaces pour les apprentissages. Mais il s'agit bien d'être attentif à ça, et les enseignants n'ont pas, on ne peut pas leur reprocher, ils n'ont pas été, ils ne sont pas formés à gérer cette multiplicité des rapports au savoir et à concevoir des activités à partir d'un rapport au savoir qu'ils ignorent, celui des milieux populaires. Donc il s'agit de travailler des activités qui mobilisent, je reviens aux deux facteurs, la mobilisation et le sens. Il s'agit de produire dans la classe, de proposer dans la classe des activités qui vont mobiliser les milieux populaires. C'est ce qu'on appelle la posture première, et qui vont aussi permettre d'expliciter, c'est-à-dire de donner du sens, de travailler à la fois l'implication, la mobilisation, et l'explicitation, c'est-à-dire le sens, la construction du sens donné aux activités. C'est ce que les chercheurs appellent la posture seconde. Il s'agit à ce moment-là, quand on est conscient, de faire la chasse permanente au malentendu, parce que lorsqu'on est d'un rapport au savoir différent, on ne comprend pas ce qui est proposé de la même manière que ceux qui sont déjà implicitement dans le même type de rapport au savoir, et il y a constamment des malentendus qui se glissent dans la classe avec les élèves qui font des choses en croyant que c'est pour cela qu'on les fait, alors que c'est pour une autre raison qu'on les fait, et donc l'apprentissage n'est pas possible. Et qu'on ne se tracasse pas pour les enfants de classe moyenne et de classe favorisée, ils s'adapteront parfaitement au travail, aux activités qui partiraient des rapports au savoir des milieux populaires. Alors, comment l'école fait-elle échouer les milieux populaires? On a parlé des rapports au savoir. Les rapports au savoir sont évidemment très très importants, mais il y a encore d'autres choses qui contribuent à l'échec des milieux populaires, toujours liées aux conditions de vie, à la position sociale et à la conscience sociale, liées donc à l'habitus. Je ne reviens pas sur ces explications. Pourquoi? Eh bien, ça va entraîner des marques de reconnaissance différentes, des connivences partagées, des appréciations diverses. C'est-à-dire que l'enseignant va témoigner de marques de reconnaissance à des enfants qui sont proches de son origine sociale ou qui sont d'une origine sociale plus élevée, parce qu'on va reconnaître, on va participer au jugement social tel qu'il existe dans la société. Et donc, évidemment, que l'enfant qui a le nez qui coule, et qui sent pas très bon, qui est pas très bien habillé, eh bien, cet enfant-là, évidemment, aura moins de marques de reconnaissance de la part de l'enseignant, il y aura moins de connivence partagée qu'avec les autres élèves. Pourquoi? Parce que la lutte des places est là, et que la lutte des places va entraîner des marques de reconnaissance sociale très différentes. Or, on sait que l'estime de soi est capitale pour apprendre, et que comment être fier de soi si on ne bénéficie pas comme les autres du bisou de l'institutrice et des marques de reconnaissance des enseignants, si constamment on reçoit au contraire des marques de dépréciation, de jugement négatif. Et donc cette lutte des places dans la classe et dans l'école va produire
des effets liés à la fierté qu'on a d'être ce qu'on est, à la dignité qu'on partage avec les autres, mais également aux hontes qu'on peut partager avec les autres. Et cela va entraîner le retrait, le rejet, la rage, etc. Et donc, de nombreux enfants viennent à l'école en étant honteux de ce qu'ils sont, parce qu'ils habitent dans un quartier pourri, parce que leurs parents n'ont pas d'emploi, sont chômeurs ou ont des emplois très peu valorisés. Et ils viennent en général aussi dans des écoles de pauvres, etc., etc. Tout contribue à les déprécier, tout contribue à entretenir la honte, et il n'est pas possible d'apprendre dans la honte. Alors de nouveau ici, si on n'est pas conscient, et de nouveau les enseignants, comment pourraient-ils l'être puisqu'il n'y a pas de formation dans ce sens-là, s'il n'y a pas conscience de ces jeux d'estime au sein de la classe et de l'école, eh bien on ne va pas trop se préoccuper de réguler ces échanges, et donc les moqueries, etc., le harcèlement, etc., tout ça va se passer dans la classe et souvent au détriment des mêmes. L'école va participer au renforcement des effets de domination symbolique, de ceux qui sont supérieurs par rapport à ceux qui sont inférieurs, et va renforcer la perte de dignité, la honte pour les milieux populaires. Il va donc y avoir forcément renforcement d'un conflit de loyauté. C'est quoi le conflit de loyauté? Eh bien, l'enfant, lorsqu'il arrive à l'école, si ses parents ressemblent, ou plus exactement, si l'enseignant ressemble à ses parents, il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de conflit de loyauté. Mais si l'enseignant et ce que l'école propose sont très très différents de ce que la famille donne, eh bien il va y avoir conflit de loyauté entre la famille et l'école. L'enfant va devoir choisir entre être loyal à maman ou être loyal à madame, à ressembler à papa et maman ou à ressembler à monsieur et madame à l'école. Et ce conflit de loyauté, évidemment, s'il est renforcé par ces jeux d'estime, va jouer, bien sûr, contre la réussite des milieux populaires. Et du coup, on va concevoir les comportements des milieux populaires, non pas comme des réactions légitimes à la dépréciation et à la honte entretenue, mais on va les interpréter comme un manque d'éducation, voire comme une pathologie, et donc bonjour la relégation vers l'enseignement spécialisé pour des raisons qui tiennent principalement à cela. Par contre, si on a conscience de ces jeux d'estime, alors on peut vouloir installer une classe coopérative et démocratique avec la loi de la classe, avec un conseil, avec des institutions, tout ça au sens de la pédagogie institutionnelle, ce que défend Changement pour l'égalité. Et sans aller aussi loin, on peut travailler pour que dans la classe, il y ait le moins de jugement possible, qu'il y ait le plus de paix sociale possible et qu'il y ait le plus de respect possible. Ça, au moins, tous les enseignants peuvent tomber d'accord là-dessus, mais ça demande encore d'y être extrêmement attentif. Il s'agit aussi de chercher des activités qui vont rendre de la dignité au milieu populaire, c'est-à-dire de leur proposer des choses qu'ils vont réussir et dont ils pourront être fiers. Il s'agit de faire la chasse permanente aux dominations symboliques dans la classe, et à chaque fois renvoyer vers les institutions de la classe, plutôt que de sauver, d'être le sauveur des milieux populaires. Et enfin, il s'agit de réaffirmer le projet pédagogique, le projet d'égalité, sur la base des textes légaux, comme sur, par exemple, la base du décret mission qui dit qu'il faut essayer de donner des chances égales d'émancipation à tous. Voilà pour l'explication des facteurs pédagogiques. Il reste encore les facteurs sociaux avant d'en arriver à ce que pourrait faire le pacte par rapport à tout ça. C'est l'objet des capsules qui suivent.